Bienvenue dans ce deep dive où on explore aujourd'hui une technologie assez fascinante, les composants logiques programmables, les PLD. On va s'appuyer sur pas mal de notes de cours pour essayer de comprendre ce que c'est, ces puces un peu spéciales. L'idée, c'est de voir ce qui se cache derrière l'acronyme PLD, de bien saisir les différences importantes entre CPLD et FPGA, et puis de toucher du doigt comment on leur donne vie avec un langage comme le VHDL. En gros, le concept clé, si j'ai bien compris, c'est qu'on peut changer leur fonction après qu'elles soient sorties de l'usine, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est la différence fondamentale avec, disons, un ASIC, un circuit intégré spécifique à une application, qui lui est figé une fois pour toutes. Le PLD, il est personnalisable après coup. On parle de programmation matérielle. Attention, hein, ce n'est pas comme charger un logiciel. Ah oui, c'est pas du code qu'on exécute alors. Non, pas au sens classique. On configure les connexions physiques à l'intérieur de la puce, on définit les fonctions logiques, souvent via des luttes, des tables de consultation ou des matrices de portes et tout. Du coup, c'est hyper pratique pour faire des prototypes ou pour des petites séries, là où développer un ASIC coûterait beaucoup trop cher. Et ça n'a pas toujours été aussi complexe, j'imagine. Ça a commencé comment tout ça, Tels? Oh non, ça a bien évolué. Dans les années 70, on a eu les PAL, les Programmable Array Logic. C'était assez simple. Leur but, c'était surtout de remplacer ce qu'on appelait la logique de colle. La logique de colle? Oui, toutes ces petites puces logiques standards qu'on mettait partout sur les cartes. Les PAL permettaient de réduire le nombre de composants. Puis sont arrivés les GAL, qui étaient reprogrammables. Ensuite, on a eu les CPLD, complexes PLD, plus denses et surtout avec un temps de propagation prédictible. Ça, c'est important. D'accord. Et après les CPLD? Et après, le grand saut, les FPGA, Field Programmable Gate Array. Là, on change d'échelle. Beaucoup plus gros, beaucoup plus complexe. De vrais systèmes sur une puce, mais reprogrammables. On est passé de la petite colle logique à des systèmes hyper sophistiqués, quoi. Quels sont les grands intérêts aujourd'hui d'utiliser CPLD? La flexibilité, j'imagine, c'est le numéro un. Oui, la flexibilité, c'est vraiment le maître mot. On peut adapter la puce à différentes tâches ou mettre à jour le design. Ça accélère énormément le développement par rapport aux ASIC. D'accord. Pour certaines tâches, grâce au parallélisme matériel. Et puis, un truc qui est énorme, corriger un bug ou ajouter une fonction après la production. Ah oui, sans avoir à refaire le matériel. Juste une reprogrammation. Exactement. Ça sauve des coûts considérables. Et certaines technologies, comme celle à base de flash, offrent aussi une bonne sécurité contre la copie. Intéressant. Alors, venons-en aux deux stars, CPLD et FPGA. Si on commence par le CPLD, c'est quoi ses points forts? Le CPLD, son truc, c'est la prédictibilité et la non-volatilité. Il a une mémoire de configuration intégrée, souvent de la flash ou de l'EEPROM. Non volatile, ça veut dire qu'il garde son programme sans alimentation. Voilà. Il n'oublie pas ce qu'il doit faire quand on coupe le courant. Et du coup, il démarre instantanément. On dit instantané. D'accord. C'est parfait pour la logique de contrôle, pour faire le lien entre différentes puces, ce qu'on appelle encore la glue logic, ou pour démarrer des systèmes plus complexes, comme un FPGA justement. En général, pour des fonctions pas trop complexes, il coûte moins cher qu'un FPGA, et son timing prédictible est un vrai plus. Mais sa limite, c'est la complexité, hein. Oui, clairement. Il a beaucoup moins de portes logiques disponibles qu'un FPGA. Et donc le FPGA, lui, c'est le poids lourd, plus puissant. Ah oui, carrément. Beaucoup, beaucoup plus de capacité logique. On parle de millions de portes parfois. L'architecture est différente aussi. C'est une sorte de grille de blocs logiques configurables, les CLB, qui contiennent des luttes et des bascules. Mais il y a un inconvénient, non? Avec la mémoire. Oui, c'est le point à surveiller. La plupart des FPGA utilisent de la mémoire SRAM pour leur configuration. Et la SRAM, elle est volatile. Donc, si on coupe le courant, Il perd tout. Il faut recharger la configuration à chaque démarrage, depuis une mémoire externe, une flash par exemple. Ça prend un peu de temps, quelques millisecondes ou plus. C'est pas instantané. mais en contrepartie, une puissance de feu impressionnante. Exactement. C'est leur force, un parallélisme massif. Ils sont excellents pour tout ce qui est traitement lourd, traitement vidéo, télécom, calcul scientifique et maintenant, de plus en plus, l'intelligence artificielle. Et ils intègrent souvent plein de ressources spécialisées. De la mémoire rapide, des blocs de calcul DSP pour le traitement du signal, des systèmes d'horloge sophistiqués, des interfaces très rapides. Mhm. C'est idéal pour prototyper des ASIC ou pour créer des systèmes sur puces très complexes et performants. Mais bon, ils sont plus chers et consomment plus d'énergie aussi. Ok, donc si je résume très vite. CPLD, c'est fiable, démarrage immédiat, bon pour le contrôle. FPGA, c'est la grosse artillerie hyper flexible,
pour le calcul, mais avec ce petit délai au démarrage. Et pour dire à ces puces quoi faire, c'est là qu'intervient le VHDL. Comment on passe d'un fichier texte à un circuit qui fonctionne? Précisément. VHDL, ou son cousin Verilog, c'est un langage de description de matériel. C'est important. On décrit le matériel qu'on veut obtenir, sa structure ou son comportement. On ne programme pas comme en C++ alors. C'est différent. On pense en termes de parallélisme de signaux qui évoluent en même temps. Les concepts clés, c'est l'entity qui définit, disons, l'interface de la boîte noire, les entrées et les sorties, et l'architecture qui décrit ce qu'il y a dedans. On utilise des signaux, qui représentent vraiment des fils physiques, et des variables pour du stockage temporaire à l'intérieur de blocs de code séquentiels qu'on appelle des process. Et avant de faire quoi que ce soit d'autre, on simule. On écrit des test bench, d'autres bouts de code VHDL, pour vérifier que notre description fait bien ce qu'on attend. C'est crucial. Et cette traduction du texte en matériel, comment ça marche concrètement? C'est ça la synthèse. Oui, la synthèse. C'est là que la magie opère, si on veut. Des logiciels, les synthétiseurs, vont lire le code VHDL et essayer de le traduire en une configuration réelle pour les éléments logiques du PLD. Les luttes, les bascules, les interconnexions. Mais attention, tout code VHDL n'est pas synthétisable. Il faut écrire en pensant matériel. Ah, qu'est-ce qui ne l'est pas, par exemple? Typiquement, des instructions comme wait for 10 nanosecondes, attendre 10 nanosecondes. C'est super utile en simulation, mais ça n'a pas d'équivalent matériel direct simple à créer comme ça. Le synthétiseur ne saura pas quoi en faire. Il faut décrire une logique qui peut être physiquement implémentée, souvent une logique synchrone, qui fonctionne au rythme d'une horloge. C'est une difficulté classique pour ceux qui viennent du développement logiciel. D'accord, je vois. Donc, le processus complet, ça donne 1. Définir le besoin, écrire le VHDL, simuler à fond, synthétiser pour traduire en logique, puis... Placer au routage. Exactement. Le placement et routage. C'est l'étape où le logiciel décide où mettre chaque petit bout de logique sur la puce et comment les connecter ensemble. C'est un peu comme dessiner le circuit. Ensuite, on génère le fichier final, le bitstream, qui contient toutes les informations de configuration. Et hop, on programme la puce avec ce fichier. Les grands fabricants comme Xilinx, AMD ou Intel Altera fournissent des suites logicielles complètes pour faire tout ça, comme Vivado ou Quartus Prime. Fascinant. Pour résumer, oui, les PLD, c'est un monde de possibilités. Les CPLD pour la logique de contrôle, fiable, rapide. Les FPGA pour la puissance de calcul massive, la flexibilité, pour des applications de pointe comme l'IA. Et VHDL, c'est un peu la langue qui permet de transformer nos idées en silicium fonctionnel. Et pour finir, une petite question qui me vient. On voit que les FPGA intègrent de plus en plus de choses complexes. Des processeurs, des accélérateurs IA. Oui, tout à fait. Et d'un autre côté, on a des outils qui permettent de générer du VHDL à partir de langages comme le C++, la synthèse de haut niveau, HLS. Est-ce que la frontière entre écrire du logiciel et décrire du matériel ne devient pas de plus en plus floue? Qu'est-ce que ça pourrait changer dans la façon dont on conçoit les systèmes demain? C'est une excellente question. Ça pourrait effectivement brouiller les lignes et peut-être simplifier l'accès à la puissance du matériel reconfigurable. Une piste à suivre.